Peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. À cette clochette d'alarme tirée de notre hymne national, notre grand invité de ce rond plateau a répondu présent. Messieurs, dames, salutations patriotiques, une fois encore, de partout à travers les 26 provinces de la RDC où vous nous suivez. Nous sommes Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Déjà installé sur sa moquette rouge et sur son fauteuil rouge, notre grand invité est déjà avec nous. Comment le décrire en quelques mots ? Eh bien, il a su repousser les limites. Il a su, à la recherche perpétuelle de la perfection, s'augurer à la fois en tant que chercheur scientifique, mais aussi en tant qu'engagé dans le plan communautaire et surtout, cette fois-là, en politique. Nous allons essayer ensemble de parcourir le parcours, passez-moi l'expression, de ce chercheur et enseignant à l'université de Kinshasa. Il est en outre expert en communication environnementale et en ce net moment, il est candidat doctorant dans la faculté des sciences environnementales dans l'université de Kinshasa que l'on vient de citer. Avec nous, messieurs Marc Kilenge-Toko, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être le grand invité de ce grand plateau. Merci beaucoup. Voilà, et je ne serai pas seul. Comme toujours, je suis accompagné des deux dames. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous serons en compagnie de Merdi Mirindi. Bonjour et bienvenue, Merdi. Bonjour, Jed. Et de l'autre côté, on sera aussi accompagné d'Ebenezer Bouanga. Salutations à toi. Merci beaucoup, Jed. Voilà, le décor est planté, donc nous pouvons lancer les hostilités dans ce grand plateau. Commençons avec votre profil, monsieur Marc Kilenge-Toko. Évidemment, comment est-ce que vous vous présentez vous-même ? Je viens de le dire, vous êtes scientifique, vous êtes chercheur en communication environnementale, vous êtes chef des travaux dans la faculté des sciences environnementales à l'université de Kinshasa et vous êtes doctorant dans la même faculté. Comment est-ce que vous vous présentez vous-même avec vos propres mots ? Je suis monsieur Marc Kilenge-Toko. Je suis chef de travaux, pas dans la faculté de sciences environnementales, à la faculté des lettres et sciences humaines, au département des sciences de l'information. Merci pour la correction. Et de la communication. Très bien. Où j'ai évolué depuis la naissance de ce département-là. Je suis parmi les premiers fruits du département. J'ai commencé parmi les premiers fruits du département de communication. Oui, Desi Kalinikine, sciences de l'information et de la communication, je voudrais dire par cette abréviation. J'ai commencé l'assistanat, je fais mes 2 mandats et à ce jour, je suis chef de travaux. Chef de travaux à la faculté et doctorant en attente de soutenance. J'ai déjà fini ma thèse, je finis les procédures administratives. Il se peut que demain on m'appelle à les soutenir, je me lèverai sans hésiter et je donc, partirai. Vous êtes prêt à soutenir déjà votre thèse ? Tout à fait, puisque tout est fini. Les procédures administratives sont finies et je n'attends que la décision du recteur, m'invitant à venir passer cet examen public. Très bien. Très bien, vous êtes donc un produit de l'Inikine. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la communication et l'environnement en même temps ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mélangé Oui, merci beaucoup. Produit de l'Inikine. La science n'est pas singulière. On doit partir d'une discipline vers l'indiscipline, si je peux le dire. Quand je dis l'indiscipline, vous verrez même que ce que nous faisons dans le monde professionnel ne reflète pas nécessairement ce que nous avons étudié à l'université. Pour la petite histoire, je fais les sciences de l'information et de la communication. En graduat, en licence, je me suis spécialisé en marketing. Et arrivé au monde professionnel, j'ai pratiqué le marketing dans une multinationale de la place. Et puis, je fais les relations publiques. Je fais le Corporate Social Responsibility, la responsabilité sociale d'entreprise. Et après mes mérites, on a ouvert une cellule environnementale dans cette société-là où on m'a amené un consultant et un jour on me disait que je faisais partie de l'équipe environnementale. J'ai dit à mon directeur, Patrick Oumba, que je salue en passant, je dis, je ne connais rien de l'environnement. Moi, j'ai étudié la communication. Il me dit, mais le travail s'apprend. Je dis, oui, je le faisais parce que vous me demandiez, puisqu'il y avait des rapports de la Banque mondiale.
que je faisais des rapports annuels qui étaient difficiles, mais ça tombait chez moi et c'est les rapports de cette société en RDC qui devait partir à la Banque mondiale et c'est moi qui les rédigeais. Il dit non, mais tu le fais déjà bien en anglais. Je dis bon, en tout cas, l'environnement, je ne dirais pas que je suis nul, mais ce n'est pas mon domaine. Je dis s'il faut le faire, vous devez me trouver une formation. Et je suis allé faire un master à la chaire UNESCO en droit de l'homme et gestion environnementale. Très bien. Et c'est comme ça que je me suis converti en environnementaliste après ces masters-là de 2 ans, 2007-2009. Et quand je suis rentré à la société, je combinais et le travail dans cette multinationale et mon master et les études pendant 2 ans. Et quand je finis, le consultant qui est venu devait partir et on m'a laissé son poste. J'ai géré comme manager de la cellule environnementale pendant 6 ans. Donc, mes 12 ans dans cette société, 6 ans, je les ai passés comme environnementaliste. Si bien que beaucoup de gens, parfois, n'arrivent pas à me situer. Quand je suis à l'INIKIN, je parle marketing, je parle communication. Mais quand je suis en ville, quand je suis dans la vie professionnelle, je parle environnement. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi ne pas innover, aller vers la communication environnementale. La communication environnementale est un concept créé par vous-même. Non, la communication environnementale existe depuis les années 70, ça existe. Okay. Mais dans le monde francophone, la communication environnementale n'est pas tellement exploitée. Il y a un document d'un professeur de Louvain-la-Neuve, Andrea Catalani, qui est sur le net. Vous verrez que le professeur dresse un tableau de recherche en communication environnementale dans le pays francophone. Et là-dedans, vous trouverez que la richesse est plus au Canada et en France. Dans le pays d'Afrique, il prend juste un cas de chez nous ici. Ici, c'est un chercheur de l'université catholique, Pudence Malibabo. C'est le seul du pays qu'on a cité. Et chez nous ici, si vous parcourez la littérature, je n'ai trouvé à peine que 3 ouvrages qui parlent de la communication environnementale. Il y a le professeur Mbillet de l'UCC qui parle des stratégies de communication environnementale. Il y a le professeur Elongo qui présente un ouvrage collectif qui parle de mise en place d'un modèle de communication engageante. Et il y a le professeur Mungenga qui parle de la communication environnementale urbaine. Voyez la grandeur de la RDC. Moi-même, je fais aussi certaines publications là. Je fais un inventaire de recherche en communication environnementale. Vous trouverez que le champ est encore à explorer. Alors, cela n'a fait que renforcer ma motivation. Mais la motivation première était de concilier ce que je fais comme professionnel en ville, dans ma vie professionnelle, et ce que je fais à la faculté, trouver une charnière, une branche charnière. C'est comme ça que je suis dans la communication environnementale. Très bien. Et j'ai présenté cette thèse-là qui attend sa soutenance à ce jour. Très bien. Et là, il faudrait qu'on accentue un tout petit peu sur la question de Merdi Mirindi. Vous avez dit que c'est par des circonstances professionnelles que vous vous êtes retrouvé en train d'apprendre encore sur l'environnement. Oui, je dirais oui par des circonstances, mais après j'ai aimé. D'accord. Aujourd'hui, je dirais, je ne regrette pas d'avoir pris cette orientation-là de l'environnement. Parce que professionnellement, tout ce que je fais aujourd'hui en ville, c'est essentiellement l'environnement. Et dans la communication, plutôt, quelle a été votre motivation? C'était au fait ça le sens, le soubassement de sa question. Quelle a été la motivation première pour que vous alliez dans la communication environnementale cette fois-là? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui m'a toujours été posée. En fait, vous vous rendrez compte que tout le monde dit qu'on communique sur l'environnement. Mais en réalité, on ne communique pas, ou soit on fait la communication paradoxale. Dans le sens de l'information et de la communication, on dit tout est communication.
on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est parmi les axiomes de l'école de Palo Alto. Alors, par rapport à ça, vous rendrez compte qu'on dit, voilà, dans le secteur industriel, on communique, nous avons des programmes ici, Bopeto, tout ça là, on communique. Mais quand vous voyez les effets et la communication est mise, les effets ne suivent pas. Alors là, ça commence à devenir curieux. Mais pourquoi les uns les autres prétendent communiquer? Mais en réalité, les choses ne changent pas. Parce que n'oubliez pas, la communication, c'est un processus de changement de réalité des relations. On part de l'indifférence ou du manque de connaissance à la connaissance. Mais nous communiquons sur l'environnement, mais rien ne change. Je me suis dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce problème-là que j'ai cherché à résoudre. Okay. Dans mes hypothèses, j'ai dit le problème se situe au niveau du modèle de communication. Le modèle utilisé ne présente pas la communication comme une question d'intérêt général. Donc, il fallait trouver un modèle qui présente la communication comme une question d'intérêt général. C'est comme ça, ces jours, moi, je prône le modèle de communication environnementale publique symbiotique. Par là, je dis, la communication environnementale publique, c'est une communication qui va situer l'environnement au niveau des questions d'intérêt général. Et une fois que l'environnement est considéré comme une question d'intérêt général, les uns et les autres vont s'engager à protéger l'environnement. Mais cela ne suffit pas. Sur le plan opérationnel, on doit maintenant entrer en symbiose. C'est-à-dire les uns et les autres, nous devons mettre un peu de côté nos intérêts. Aujourd'hui, quand vous allez chez les industriels, vous dites, voilà, vous polluez. Ils vont vous dire, non, mais vous, pourquoi vous parlez de ça? Je dis, non, non. Il faut dire, tous, nous n'avons qu'une seule planète, la planète Terre. Alors, par rapport à ça, si nous polluons les générations futures, et tout ce qu'on parle du développement durable, l'industrie amène un développement. Mais ce développement-là doit penser au futur. Si nous détruisons la planète aujourd'hui par rapport à nos besoins économiques, besoins sociaux et les générations futures. Donc, c'est dans cette problématique-là de la mise en place d'un développement durable que je prône ce modèle-là de communication environnementale publique symbiotique qui viendrait résoudre le problème. Les uns des autres doivent voir l'intérêt général, mais entrer aussi en symbiose en mettant de côté les intérêts individuels pour voir l'intérêt général. Aujourd'hui, vous êtes donc candidat, doctorant pour une thèse. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop tout ce que vous faites ça fait quand même beaucoup de connaissances. Ça fait quand même beaucoup, la communication, l'environnement et tout. Pourquoi tout ça? Bon, je vais répondre à la question, mais il faut faire marche en arrière, dire comment me présenter. Vous voyez que si je dois me présenter, j'ai plusieurs casquettes. Je suis communicologue, je suis marketeur, je suis environnementaliste. Et vous êtes politique. Mais je suis communicologue en politique aussi, puisqu'en licence, j'ai travaillé sur le marketing politique. C'est aussi l'une de mes spécialités. Et voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche? Mais quand on s'engage dans une carrière, il faut faire la carrière jusqu'au bout. Je me suis engagé dans une carrière enseignante. Quand on nous recrute à l'université, l'assistant n'a que 2 mandats. Donc, au début, là, on l'appelle assistant premier mandat et après, assistant deuxième mandat. Au bout de 4 ans, s'il ne trouve pas d'intérêt, il peut quitter. Même la faculté peut les remercier. Il dit, bon, tu as épuisé tes mandats, tu peux aller faire autre chose. Mais quand on passe chef de travaux, c'est qu'on s'engage maintenant dans une carrière. Mais on ne va pas rester chef de travaux éternellement. Vous êtes en train de dire que quand on devient chef des travaux, on est en quelque sorte obligé de finir docteur? Normalement. Parce que vous n'allez pas rester chef de travaux éternel. C'est une transition. Vous êtes chef de travaux, vous devez devenir
docteurs et professeurs. d'université. Et dans tout ça, qu'est-ce que je cherche? Nous avons un problème de relève. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos universités congolaises, si nous ne faisons pas attention, nous allons importer les professeurs au pays. Avec la mortalité, avec le vieillissement, donc on doit travailler pour la relève. Et je me dis, étant dans cette carrière-là, pourquoi ne pas me préparer aussi à prendre la relève? N'oubliez pas que tous nous allons passer. Comme disait de Lamartine, il coule et nous passons. Dieu ne nous a donné qu'une petite intervalle de temps sur terre. Et dans ce temps-là, nous devons tout faire. D'accord. Voilà. Vous êtes passé de l'assistant. Aujourd'hui, vous cherchez à obtenir un diplôme pour devenir docteur. On peut comprendre ce processus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant le processus de l'enseignant que vous êtes, chef de travaux d'une université, à vouloir embrasser la politique? Est-ce que vous pensez bien que la politique vaut mieux que l'enseignement? Bon, premièrement, il faut dire que en allant en politique, je ne renonce pas à l'enseignement, non. Et si nous faisons l'enseignement, c'est par vocation, c'est parce qu'on aime. Il y a des amis, des anciens collègues avec qui on a fini, qui étaient brillants, mais qui n'ont pas trouvé d'intérêt, ils ont renoncé, hein, qui ont été même recrutés à la faculté, avec qui nous avons fait l'assistanat. Après un moment, ils ont renoncé, ils sont dans autre chose, ils sont bien aussi là où ils sont. Je ne dirais pas que nous faisons l'enseignement forcément pour l'argent, non. On fait l'enseignement parce qu'on aime l'enseignement. Moi, j'aime enseigner, j'aime donner ce que j'ai en moi. Et la politique? Et les peu que je connais, pardon, je préfère donner à la jeunesse. Maintenant, en politique, on dira que la politique, nul ne peut se dire qu'il ne fait pas la politique. Non, tous nous faisons la politique. Et la politique est en tout. Même dans nos maisons, il y a une petite politique à l'échelle familiale. À la chaîne de télévision ici, il y a la politique à l'échelle organisationnelle. Et dans un pays comme la RDC, il y a aussi la politique à l'échelle nationale ou étatique. Mais maintenant, ce qui dit, qu'est-ce que je viens, la question paraît un peu provocatrice, hein? Qu'est-ce que je viens faire à la politique? Donc on vient à la politique pour contribuer. On vient à la politique pour servir. Nous savons que le pays a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, le pays a aussi besoin d'une énergie nouvelle. Vous, si vous avez bonne mémoire, vous vous rendrez compte qu'on a eu un premier ministre ici qui est passé, j'étais le nom, il est allé débaucher dans les multinationales. Moi, là où je travaillais, on a débauché mes collègues qui sont allés travailler là-bas. Est-ce qu'à la fonction publique, il manquait des gens? Non. Mais c'est une question d'approche aussi. C'est une question d'approche. Vous verrez que la plupart des temps, ceux-là qui sont dans l'appareil public, il y a la routine. Ils trouvent qu'ils sont déjà arrivés, ils connaissent tout. On n'a rien à leur apprendre. Mais il y a ceux-là qui sont dans des organisations privées, dans des multinationales, qui ont aussi une autre façon de voir leur méthode de gestion. Mais pourquoi ne pas utiliser... Méthode de gestion que vous appelez vent nouveau, nouvelle énergie. Oui, c'est ce que je veux dire par là. Je dis, j'amène un peu une nouvelle énergie. Après avoir fait mes preuves dans les multinationales, je pense que je peux aussi donner le peu que j'ai à la population congolaise en m'engageant activement. Okay. La politique active, je ne l'avais jamais fait jusque-là. Mais maintenant, je m'engage à une politique active. Voilà. On espère que ce ne sera pas un nouveau terrain pour vous. Bon, on n'a plus du temps d'observer. On a longtemps observé. On ne s'improvise pas dans la vie. On doit se préparer pendant longtemps. Il y a une étape que vous avez sautée. Je voulais même être coordonnateur des étudiants de l'INIKIN. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on appelle aujourd'hui président des étudiants. Exact. Voilà.
il y a des circonstances d'ordre politique. Oui. Qui Parce ont que fait généralement, ces fonctions, chef des travaux, Exact. ou bon, excusez-moi, chef de promotion, délégué facultaire, c'est quelquefois des fonctions qui ont un rapprochement très sérieux avec la politique. Hein. Oui, il y a des rapprochements, mais vous gérez à une petite échelle. Hein. Oui. Là, pour nous, au départ, c'était... on a pris le goût comme ça. Mm. On le faisait, tout le monde a des ambitions, il veut être... Mais après, personnellement, je me suis rendu compte que non, il faut me préparer pour l'avenir. C'est bien qu'un certain nombre d'actes que je posais déjà comme étudiant me préparaient à des responsabilités futures. Et à la faculté, tout le monde se disait qu'aussitôt fini, je vais travailler à la présidence du temps du président Kabila. Mais cela n'a jamais été le cas. Du moment où, d'abord, mon mémoire de licence, je fais sur le marketing politique du chef de l'État de l'époque. Et à partir de là, quand je finis, il y avait des personnalités politiques qui venaient me chercher à la faculté. Et c'est la faculté qui me disait, il y a tel qui est venu te chercher. C'était une année avant les élections de 2006. Et j'essayais de donner aussi mon coup de pouce aux uns aux autres. Et après, je suis... Ne mettant pas les deux pieds en politique. Non, non. Okay. Et les choses se sont tirées de deux façons, de part en part, moi, je dirais. Et du coup, j'ai trouvé un emploi dans une multinationale qui me prenait tout mon temps. J'allais au travail à 8 h pour terminer à 17h30. Plus moyen de vouloir s'engager. Oui, je ne pouvais plus. Et je suis resté là-bas pendant 12 ans. Dis-moi, je me suis éloigné un peu. Mais après avoir terminé avec le multinational, je suis allé et j'ai monté une fondation et ces ambitions-là sont revenues encore en moi. Très bien. Vous avez certainement compris avec nous, chers téléspectateurs, cet homme qui est parti de l'enseignement à l'engagement politique. Mais il a eu une petite virgule. Et c'est sa fondation, la fondation Kitoko, dont on parlera avant de revenir sur ses engagements politiques et essentiellement sa candidature à la législative de 2023. On parlera plutôt des législatives nationales. Et comme je viens de le dire, Marc Kilenge, il y a un moment dans votre parcours, d'ailleurs je pense l'un des moments les plus fulgurants, c'est aussi que vous avez mis sur la place publique votre engagement communautaire au travers de votre fondation, la fondation Kitoko. Oui. Kitoko. Pour un Kilenge Toko, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Kitoko pour un Kilenge Toko veut dire tout simplement c'est Kilenge Toko en abrégé. Okay. Mais en mettant en place la fondation, nous cherchons la dénomination, moi et le cofondateur. Moi, je suis l'initiateur de la fondation. Et on a donné des noms. Je dis non, écoutez, donnons un nom qui soit facile à retenir et facile à reproduire. Là, je me suis servi un peu de ma touche de marketeur. J'ai dit, donnez le nom de Kitoko. Kitoko, c'est Kitoko. Voilà que la dénomination est importante dans le marketing. Exact. Et elle n'est généralement pas arbitraire. Elle doit être motivée quelque part. Ah oui. Alors, j'ai dit, vous prenez les deux initiales de mon nom, prenez Ki et Toko, vous faites Kitoko et puis... C'est plus simple. C'est plus simple. Et on peut reproduire facilement, retenir et reproduire. Nous parlons de la fondation Kitoko. Déjà, quelles sont les actions menées sur terrain? La fondation Kitoko existe depuis 5 ans, depuis 14 août 2018. Et en août dernier, nous avons totalisé 5 ans dans cette fondation-là. La fondation a 4 axes d'activité. Nous n'allons pas nous perdre en faisant tout. Quand on se dit on fait tout, on ne fait rien. Nous avons circonscrit notre champ d'activité en 4 axes majeurs. Nous avons l'environnement, la santé, l'agriculture et la formation. Nous ne faisons pas la formation académique, nous faisons la formation professionnelle, c'est-à-dire nous apprenons le métier à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller plus loin aux études, en leur permettant, en leur donnant la leçon pour que dans quelque temps ils deviennent responsables et qu'ils soient en mesure de se prendre en charge. Déjà, quelles sont ces réussites? Le réussite plutôt d'après ces 4 axes. D'après ces 4 axes, c'est là où je vais en venir. Oui. Dans le domaine de la formation, nous avons formé des femmes sur l'entrepreneuriat et l'économie à l'échelle familiale.
Vous savez que dans notre pays, la situation économique n'est pas florissante, d'où les initiatives privées sont à encourager. On forme les femmes, on forme les jeunes dans différents métiers, auto-école, la conduite automobile, la maçonnerie, les jeunes filles, on amène à faire la couture, l'esthétique et tout ça. Alors dans l'axe santé, nous avons remarqué que nous avons dans la fondation beaucoup de diplômés qui ont fait les sciences, les infirmières, la médecine, tout ce qui touche à la santé, mais n'ont pas de travail. Okay. Alors nous avons mis en place 2 centres de santé à ce jour. Le premier va être inauguré, centre hospitalier. Ouais. Parce que centre de santé, c'est plus J'aime petit. cette précision. Oui, c'est un centre hospitalier au quartier Kogelos, sur l'avenue Ndesho numéro 4. Le quartier Kogelos, c'est derrière le plateau des profs. Voilà. On espère que là, pas derrière chez vous. Non. Déjà, d'ici là, le centre va être inauguré. Nous avons un deuxième centre qui est du côté quartier Bel Air, qu'on est en train de mettre en place. Et dans des perspectives, le souci est que d'ici 2022, nous puissions avoir au moins 5 centres de santé dans Kinshasa. Okay. La spécificité de nos centres de santé, nous n'allons pas dans des milliers où les gens ont beaucoup d'argent. Non. Dans la fondation, nous disons, nous allons vers les démunis. Nous leur apportons les soins de santé de qualité, mais à un coût réduit. C'est une façon d'apporter notre pierre à la société et de soutenir aussi les actions du chef de l'État. Voilà. Vous êtes... S'il vous plaît, troisième axe, environnement, nous faisons la lutte anti-érosive. Nous avons fait bénéficier au quartier Kogelos aussi un bétonnage de 30 mètres sur 6. À un moment donné, il n'y avait plus la route là-bas. Nous luttons contre les érosions, nous luttons contre l'insalubrité. Il y a des salons que nous avons fait faire à Kinshasa, à Barumbu, à Lingwala récemment. Okay. Voilà. Tous notre félicitations pour la fondation. Nous allons essayer un peu de quitter ces décors-là de l'homme, du peuple. Aujourd'hui, vous avez quitté l'enseignement, un domaine dans lequel vous avez quand même pas mal assez brillé. Si vous ne quittez pas, vous migrez quand même vers la politique. Qu'est-ce que le peuple congolais doit réellement attendre de vous? Quelle est cette nouveauté-là que vous amenez au peuple congolais? La nouveauté que j'amène, c'est tout ce que j'ai appris. Vous savez, dans le meeting national, les gens voient ça petit. Le leadership, la formation continue. Je suis un fruit de formation depuis que je suis entré dans cette meeting nationale, que je ne voudrais pas citer les noms ici. En 2005, j'ai quitté la meeting nationale formellement en 2017. Je suis rentré encore dans la même société comme consultant pendant 2 ans pour dire qu'on a pas mal accumulé en termes de gestion, en termes de leadership, en termes de management de projet. Vous savez, même la Bible dit les projets échouent faute de conseillers. Tout ce que nous avons appris, on peut conseiller à ceux qui gèrent la chose publique. Et si nous sommes à la manœuvre, on peut aussi muser de notre touche de gestionnaire ou de manager, ce qu'on a appris de l'autre côté, pourquoi pas mettre au bénéfice de la communauté. C'est ça l'énergie que nous amenons. Et tout ce que j'ai appris à la faculté aussi, ce sont des connaissances qui ne vont pas rester des connaissances théoriques. Moi, j'ai toujours dit, l'intelligence, c'est amener quelqu'un à maîtriser son environnement, si pas à le transformer. Mais vous verrez que la plupart des temps, on confie un poste à quelqu'un, il rentre, il sort. Parfois, il détruit ce que son prédécesseur a laissé, ou soit il sort comme il est entré. Donc, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Je ne suis pas contre ceux qui nous ont précédés en politique. Ils ont fait leur temps, mais je pense qu'avec le leadership du chef de l'État actuel, il a besoin d'une autre énergie de jeunes.
et de faire la politique différemment. Voilà, puisque vous insistez sur la question de faire la politique différemment, qu'est-ce qui explique le choix de l'AFDC comme votre parti? Est-ce que c'est au regard de la proximité scientifique, le président du parti, professeur d'université, Marc Kilengetoko, chef de travaux d'université? Bon, pas nécessairement la proximité. On a parlé de proximité sur le plan scientifique. Je comprends. Sur le plan scientifique, oui, d'abord la proximité joue, mais c'est les qualités intrinsèques du leader qui conduit ces partis-là, de l'initiateur du parti. Vous savez, les amis avec qui on était à l'université, beaucoup sont en politique aujourd'hui, beaucoup ont émergé, beaucoup m'approchent aussi. Venez chez nous dans tel parti, mais j'ai perdu le goût. Mais le jour que j'ai été approché par les amis de l'AFDC, j'ai dit que c'est comme si on me réveillait, quoi. Je dis, l'AFDC, oui, c'est pour le professeur Modeste Basti, oui. Bon, je vais d'abord les rencontrer. C'était une demande provocatrice. Je vais les rencontrer. Est-ce que vous vouliez les jauger un peu? Pardon, pas jauger, mais je le vois de loin. Et je ne dirais pas fanatique, mais j'apprécie à sa juste valeur sa façon de conduire la chose publique. Je commençais à le suivre depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il était à la société civile. Et il est venu à la politique, là, dans le parti politique. Il était en économie, au travail. Je vois un peu comment il conduit la chose publique. Et j'aime sa façon de faire. J'aime sa façon de faire de loin. Je n'ai jamais une proximité physique avec lui. Mais le jour qu'on m'a parlé de lui, j'ai trouvé que je pouvais m'engager. Et je l'ai toujours pris pour un modèle politique. J'ai dit je pouvais m'engager. Et ma demande là était un peu, pas dépassée, mais exorbitante. Quand les amis qui m'ont parlé disent, pourquoi tu veux seulement voir l'autorité morale? Je dis non. Vous venez me parler de son parti, non? Mais je veux parler avec lui. J'ai des questions à poser. Je l'admire de loin. Mais j'aimerais un peu réajuster ma perception. Ce que j'admire de loin, si c'est réellement ce qui se fait de près. Et qu'est-ce qu'il vous a, on va dire, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement et qui vous a poussé directement à adhérer à son parti après l'avoir rencontré? Ce que j'ai aimé d'abord, c'est l'ouverture. Nous avons parlé avec lui comme si on se connaissait depuis des listes. C'était un dimanche, les amis m'ont amené, il m'a reçu, on a parlé, j'ai posé même des questions qui pouvaient parfois déranger, mais l'autorité était à l'aise, il me répondait, non, par rapport à ça, camarade, il appelle toujours camarade. Camarade, voilà, la politique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, j'ai dit, c'est quelqu'un auprès de qui je peux encore apprendre et puis aller loin. Vous savez, c'est des icônes de ces pays. Les gens ne comprennent pas. Ils sont nombreux, nos leaders là, qui ont été, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, ils sont en train de partir. Mais si nous, la jeunesse, on ne s'approche pas d'eux pour apprendre ce qu'ils ont en eux, demain, nous aurons des leaders sans fondement, nous aurons des leaders sans histoire, les leaders sans héritage. Vous voyez un peu. Donc c'est son ouverture m'a de plus en plus attiré et je me suis engagé. Cet héritage de ces leaders-là. Il faudrait donc perpétrer cet héritage de ces leaders. Exactement. On doit perpétrer, nous recevons, nous allons en jouir et transmettre. Et voilà pourquoi vous avez pu adhérer la fondation à l'AFDC. Non, la fondation à l'AFDC, c'est encore une histoire. C'est là qu'on veut en venir. C'est encore une histoire. Quand je suis allé, j'ai pris mon adhésion individuelle comme membre d'honneur. Alors, et pour d'abord arriver à la politique, c'était aussi une demande sociale. Par rapport aux actions que nous faisions sur terrain, les gens disaient, cette fois-ci, c'est vous qui allez nous représenter. Je dis, allez représenter, il faut être dans un parti politique. Moi, je n'aime pas la politique. Je n'aime plus la politique. Je préfère garder ma casquette sociale. J'ai évolué comme ça pendant les années. Il y avait des sollicitations. Et les jours qu'on m'a parlé, je suis allé. Je dis, mais qu'est-ce que la fondation va... Comment ils vont
appréhender cette adhésion-là. Et je suis rentré, je leur parlais timidement. Donc la fondation Voilà. base. La fondation reste votre base. Hein? La fondation reste ma base, mais ce n'est pas la fondation qui m'a envoyé d'abord. C'est moi-même. Vous êtes parti vous-même. J'étais convaincu par le leadership du professeur Modeste Bahati Lukwebo, tel qu'on m'a présenté. Et comme c'est une personne que j'admirais politiquement vous avez depuis, rencontré par la suite. je suis entré par la suite. Alors, quand nous avons parlé, qu'est-ce que le professeur m'a dit? Il dit, camarade, l'AFDC, c'est ta maison. Partout tu vois un drapeau rouge, va, c'est tes frères, ils vont te recevoir. De la même manière qu'ils t'ont amené ici, amène aussi les autres. Va leur parler de tout ce que nous avons dit ici. Donc je devais prolonger sa parole dans la fondation. Et on a pris pratiquement une année de discussions avec les membres de la fondation. Ça, c'est ce que nous n'avons pas vu. Oui. Nous avons simplement vu il y a certains... l'adhésion plus que massive. Oui. L'adhésion plus que massive, mais il fallait faire un travail. Où l'autorité morale était personnellement venue. Et voilà, je dirais cette adhésion-là, c'était comme la restitution de ce que nous nous sommes dit le jour de notre rencontre. Parce qu'il m'a dit, comme on t'a amené, amène aussi les autres. Et je devais aller persuader, pas imposer, persuader, discuter, présenter les biens fondés. Et ces jours-là, je crois que tout le monde était au rendez-vous et personne ne regrette notre adhésion à l'AFDC à ces jours. Très bien. Et là, justement, parce que nous parlons de l'AFDC, vous êtes parmi les candidats alignés aux législatives pour le compte de ce parti. C'est là maintenant qu'on va, c'est le dernier chapitre qu'on va ouvrir dans cette session d'échange, évidemment avec vous, Marc Kilenge Toko. Est-ce que vous pensez, parlons maintenant de votre engagement politique, tout en gardant un tout petit peu notre pied sur d'abord votre engagement citoyen et communautaire, nous parlons là de votre fondation, est-ce que vous pensez que votre fondation vous sert aussi d'argument, voilà, un argument en votre faveur pour conquérir et pour persuader votre électorat? Vous savez, pour vendre un produit, il faut présenter une promesse qui convainc. Tous les candidats que vous voyez là aux élections sont des produits. Là, je parle un peu marketing politique. Ce sont des produits des entreprises que nous appelons partis politiques. Ils sont en train de vendre leurs partis, leurs produits qui sont de politique auprès de l'électorat. L'autre va dire, voilà, moi je fais ceci, je fais cela, consommez-moi. Donc votez massivement pour moi. L'un dira exact tout ça. Mais dans tout ça, au-delà de la promesse doit être quelque chose de concret, de vérifiable. C'est comme ça, il faut miser sur les qualités intrinsèques du candidat. Donc moi, avec la fondation, ce que nous faisons n'est plus approuvé. Nous n'avons pas approuvé. Les gens nous ont vus pendant 5 ans faire un certain nombre de choses. Nous faisons ces choses-là pas avec l'argent de l'État, nous ne sommes pas dans la gestion de la chose publique, nous faisons avec nos maigres moyens d'enseignants, de consultants. Nous avons mettre en place un centre hospitalier, ceux qui sont dans la médecine, moi je ne suis pas médecin, je travaille avec des médecins qui gèrent le projet, ils savent combien ça coûte. Mais nous mettons cela sur fonds privés. Nous ne sommes pas allés chercher à Lingwala, Barumbu, tout ça, ce n'est pas à la Gombe pour gagner de l'argent. Mais nous amenons ça là où les gens n'ont pas d'argent. Si nous amenons un projet là-bas, cet investissement avec beaucoup d'argent, c'est dans le souci d'être utile à la communauté. C'est vrai que la fondation nous sert d'appui, mais la fondation répond aux besoins de la communauté. Et en répondant aux besoins de la communauté, c'est comme ça la communauté dit, par rapport à X, Y action que vous avez menée, il serait mieux que vous alliez nous représenter. Voilà, il serait mieux que vous alliez nous représenter. On parle maintenant de l'Assemblée nationale. Vous voulez bien avoir un siège à l'Assemblée nationale. Vous avez, en début de cette émission, évoqué l'approche de la nouvelle énergie. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui à l'actuelle législature et qu'est-ce que vous, puisque vous voulez bien devenir député national, comptez apporter pour améliorer
les choses? D'abord, vous avez vu, pendant la législature ici, c'était une législature agitée, hein? Ça il faut le savoir. Depuis les élections passées, il y a eu des moments de haut et de bas, des changements, de tout ça. Changement de bureau. D'échéance. Oui, d'échéance, tout ça là, il y en a eu. Mais est-ce que tout ce qu'on a fait là nous avance? C'est ça la question qu'il faut poser. On va en politique pour servir, pour donner ce qu'on a. On ne va pas en politique pour prendre de la politique et ramener à soi. Non. Si c'est pour aller gagner de l'argent, je suis consultant, je gagne honnêtement avec mes consultations. Ce que je fais, ça me suffit. Mais nous allons répondre à un besoin de la communauté, participer avec notre leadership. On vous disait ici, voilà, ils dorment là-bas. Moi, je n'ai rien contre ceux qui sont là-bas, mais on a vu des images, les gens dormaient là-bas, hein. Nos honorables, ils dormaient là-bas. Les gens qui ont le mandat du peuple, pendant qu'on décide des choses importantes pour les gens pour lesquels ils sont allés représenter. Et c'est à ce moment-là qu'ils trouvent le temps pour dormir. Non, on doit changer. Les gens qui ont été avec Mobutu, avec Mouzé, avec le président Kabila continuent encore. Pourquoi? Est-ce que dans ces pays-ci, il n'y a pas de jeunes intelligents? C'est ça notre souffrance. Est-ce qu'on ne peut pas former, même, je ne dirais pas former, mais amener les jeunes auprès de soi? Qu'est-ce que vous comptez maintenant apporter? Changer la façon de faire. Dans tout ce clivage. Cette manière de changer, comment vous pouvez l'expliquer en termes pratiques? En termes pratiques, c'est amener notre leadership. Admettons qu'il y a un projet de loi. Admettons qu'il y a des choses à faire au niveau de l'Assemblée. Il faut être parmi des acteurs et non des spectateurs. Il y a des honorables spectateurs qui ne parlent pas, qui ne contribuent en rien. Je dis bien, je n'ai rien contre eux. Mais nous voulons amener aussi notre façon de faire, c'est-à-dire être acteur, changer des choses. Amener ce dynamisme-là. Ça permettrait aussi de faire les choses différemment. Et je continue par dire, avec tous les respects que je dois à nos honorables, je n'ai rien contre eux, mais changeons un peu de paradigme. Faisons les choses autrement. Autrement. C'est ça. Ok, faisons les choses autrement. Aujourd'hui, vous vous présentez aux élections 2023 en RDC. Qu'est-ce que nous vaut cette entrée en politique aussi fulgurante? Qu'est-ce qu'elle nous vaut exactement? Qu'est-ce qui est nouveau? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous venez exactement faire là-bas? N'est-ce pas pour le 21 millions de dollars que gagnent, par exemple, les politiques? S'il vous plaît, j'ai pitié même de nos honorables. Moi, je fais mes calculs. Si un honorable député gagne réellement, je dis bien si, 21 000 dollars. 21 000 dollars, nous on vous rassure. Oui, je suis en train de supposer. Je dirais, s'il doit consommer pour lui et sa famille, c'est 5 000 dollars. Parfois, les gens parlent de loin, ils ne voient pas les engagements sociaux que ces honorables ont. Quels engagements? Quels engagements? Vous avez la pression sociale. Vous vous levez le matin, on vous dit telle maman là-bas, et elle est malade, elle n'a pas de sous pour aller à l'hôpital. Vous êtes son honorable. Et vivant dans le même quartier que lui, vous n'allez pas rester indifférent. On vous dit, voilà, il y a l'érosion qui menace là-bas, nous devons faire quelque chose. Vous n'êtes pas l'État. Ce n'est pas le rôle des députés de faire des routes, tout ça. C'est le gouvernement. Mais avec la perception congolaise des choses, on va dire, celui-là, il ne fait rien. Et tu seras obligé de mettre la main dans la poche et de faire quelque chose. Voilà. Donc, s'il faut parler... Est-ce que tout député suit au moins cette procédure? Bon, je ne sais pas, en tout cas, moi, tel que je vois là, les quelques-uns que je connais, certains le font. Il y en a aussi qui sont
qui sont personnels, hein, et ces 21 000, c'est pour lui. Mais n'oubliez pas, on est dans la logique d'un contrat avec la population. Vous ne faites rien pendant les 5 ans, vos vacances parlementaires, vous allez en Europe avec votre deuxième et tout ça, pas de problème. 5 ans après, la population, cette maman-là qui était malade, à qui vous avez refusé de donner vos $100, vous attendra au tournant. Et elle va vous sanctionner en ce moment. Elle va vous sanctionner. Très bien. Donc voilà, ce sont des pratiques sociales qui sont chez nous. Donc ce n'est pas pour l'argent. Si c'est pour l'argent, je ne pense pas qu'ils gagnent autant. Je ne pense pas. Ils peuvent avoir 21, mais le 21 là, je doute bien qu'ils soient seuls bénéficiaires de ces 21 là. Très bien. Mais merci en tout cas, nous sommes en train d'arriver doucement à la fin de cette émission. Marc Kilenge-Toko, une des dernières questions. Alors là, vous avez parlé de votre formation politique avec beaucoup d'assurance. Comment est-ce que le parti FDC, on va d'ailleurs aller un peu plus loin, AFDC et Alliés, comment est-ce que cette formation politique vous accompagne quant à cette épreuve, on va le dire comme ça, cette épreuve électorale? Oui, l'accompagnement est total. Hein? Et la préparation se passe bien? L'accompagnement est total, la préparation se passe bien. J'ai un ticket gagnant. Un ticket avec mes camarades du parti qui sont à différents niveaux. Moi, je suis au niveau national. Nous avons des camarades qui sont au niveau provincial, ceux qui sont au niveau municipal. Alors, nous formons un ticket avec eux. Ils sont dans différentes communes. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Je ne veux pas me taper tout le Kunga seul. Nous sommes dans un ticket. Et ce ticket-là, c'est les camarades du parti qui m'accompagnent dans cette épreuve, comme vous l'avez appelée. Très bien. Vous parlez, pardon Jade, vous parlez de l'épreuve et de vous, mais jusque-là, on ne sait pas, vous êtes candidat à la députation. Si vous pouvez les dire de vos propres mots et que ça ne soit pas des mots que nous vous collons. De mes propres mots, là je fais un peu du marketing. Hein. De mes propres mots, je suis Marc Kilenge-Toko, candidat député national, numéro 496, et on m'appelle Locomotive de Lukunga. Et la locomotive, quand je frappe, je casse, je passe. La locomotive qui est en train de faire son bonhomme de chemin près du TGV. Exact. Les TGV, c'est, je dirais, le coach, hein, puisqu'il est, après l'autorité morale, c'est lui qui est en train de conduire ces bateaux-là, sous la houlette de l'autorité morale. Nous, on est avec lui au quotidien. C'est lui qui nous gère, c'est notre gestionnaire de tous les jours. D'accord. Que je salue aussi. Ces jeux, mes salutations. Très bien. Il vous a précédé sur ce fauteuil rouge. Et évidemment, avant de prendre la question gâchette, c'est une petite question avec laquelle nous allons conclure. On aimerait revenir sur tout ce dont on a parlé dans cette émission avec vous, chers téléspectateurs, évidemment. C'est parce que c'est d'abord pour vous que nous sommes là. Nous sommes partis de ce parcours, de ce tome qui est parti de l'enseignement à la politique, en passant bien sûr par son engagement citoyen. Et ce que l'on peut retenir de l'homme, c'est qu'il veut ramener une nouvelle énergie tout en ne s'improvisant pas en politique. Évidemment, il n'a pas voulu peut-être citer François Hollande qui disait que l'on ne vient pas en politique pour se servir, mais pour servir les autres. On va prendre la dernière question, Ebenezer Bouanga, la question gâchette, tout en regardant notre invité droit dans les yeux, et on va se quitter sur cette note-là. Voilà, Marc Kilenge-Toko, chef de travaux à l'université de Kinshasa. Est-ce que le chef de travaux ne vont-ils pas les syllabus? Vous savez, une fois j'étais au tribunal. Moi, j'aime parler un peu avec des anecdotes. On n'a plus que 2 minutes, on va aller vite. Les juges étaient en train de faire comparaître un chef de travaux. Il dit, vous avez beaucoup d'argent parce que vous vendez des syllabus. Madame, je dirais, les chefs de travaux ne vendent pas des syllabus parce que c'est prohibé. Depuis l'arrivée du président Fachi, renseignez-vous. Vous vendez les syllabus, on fait un rapport sur vous et on vous remercie de l'université. La règle est bien connue. Ce n'est pas seulement les chefs de travaux, du professeur à l'assistant. La vente des TP, la vente des syllabus est prohibée. Et les chefs de travaux marquent, même quand ça se vendait, ils ne vendaient pas.
Vous pouvez faire le micro, demander à mes anciens étudiants. Ok. Je suis le seul qui venait donner mon interrogation. Je viens avec mes papiers imprimés Wow. de la ville, je donne, je fais mon interrogation, j'emballe, je pars. Intégrité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation, Marco Kilengue. Merci aussi à vous, mesdames, de m'avoir accompagné. Merci, Jade. Merci, Jade. Très bien. Donc, vous avez compris, cet homme, avec beaucoup d'intégrité, a rendu possible sa mission au sein de l'université de Kinshasa. Et cette fois-là, il demande à la communauté qui l'entoure, sa communauté de Lukunga, de l'amener au Parlement congolais. Merci une fois encore, Marc Kilongo, d'avoir accepté d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est avec des profils comme ça que nous peuplerons ce sol et nous assurerons sa grandeur. Et nous léguerons en héritage aux générations et postérités pour toujours. C'est sur cette note qu'on se quitte. Au revoir. Au revoir.